L'aube sanglante de la Californie ensoleillée, la tragédie de la famille Manson prologue, l'ombre du chaos Californie, 1969. Une époque de liberté, d'amour et de voyages psychédéliques. Les hippies, chantres de la paix et de l'harmonie, déferlaient dans les rues, défiant les valeurs établies. Pourtant, sous le vernis éclatant de cet été de l'amour, une obscurité se préparait à éclater. L'ombre de cette noirceur portait le nom de Charles Manson, un individu capable de transformer les rêves de paradis en un cauchemar glaçant. Sa famille, un groupe de fidèles disciples devint l'instrument de sa volonté pervertie, semant la mort et l'horreur au cœur même de la « Cité des Anges ». Cette histoire n'est pas qu'une simple succession de crimes. C'est une plongée profonde dans la psyché humaine, un voyage dans un monde d'illusions et de manipulations, où le charisme devient une arme et l'amour se mue en cruauté. Première partie, la naissance d'une secte. Le nid de serpent. Chapitre 1er, le gourou à la guitare. Dans le panorama bigarré de Los Angeles, illuminé par les feux d'Hollywood, se trouvait un lieu qui se démarquait par son étrangeté et sa contre-culture. C'était la ville de Spahn Ranch. C'est dans cette vallée, où l'air embaumait le pain et la liberté, que Charles Manson commença à édifier son empire. Libéré de prison, cet homme au passé trouble cherchait sa place dans un monde en constante mutation. Doté d'un charisme magnétique et d'un don d'éloquence, il rassembla rapidement autour de lui un cercle d'adeptes, principalement des jeunes femmes, séduites par sa philosophie et son talent musical. Il exploitait avec adresse les faiblesses et les vulnérabilités de ses admirateurs, leur offrant un sentiment d'appartenance et une protection illusoire. Ses prêches mêlaient citations bibliques, occultisme et une interprétation perverse du monde. Il se présentait comme un messie, destiné à guider ses fidèles vers une nouvelle existence. Sa guitare devint son principal instrument d'influence, ses chansons, des mantras hypnotiques assujettissant les volontés. C'est dans ce refuge, loin des regards, que naquit une secte vouée à un destin funeste. De petite taille, mais à la carrure robuste, le regard perçant et les cheveux longs et ébouriffés, il avait l'apparence d'un barde plutôt que d'un chef, mais c'est là que résidait sa perfidie. Maître des mots et manipulateur de génie, Charles Manson avait le don d'ensorceler grâce à sa charisme. Né dans la pauvreté et ayant passé une grande partie de sa vie derrière les barreaux, il savait comme personne trouver les mots justes pour toucher ceux qui se sentaient seuls et perdus. Il leur offrait de l'amour, de la compréhension et, surtout, un sens à leur vie. Il composait des chansons imprégnées de mysticisme et de prophétie, mêlant avec virtuosité des thèmes bibliques, des éléments de la philosophie orientale et ses propres délires. Il se présentait comme un gourou à la guitare, prêchant une vérité et qui, comme le prouvèrent les événements, n'était qu'un voile pour sa folie. Manson attirait des personnes de tous horizons, des jeunes filles en quête d'évasion, des hippies désillusionnés et des individus en quête de reconnaissance. Il créait une atmosphère familiale, où tous se sentaient égaux, libérés des contraintes sociales, mais c'est précisément dans cette fausse liberté que résidait le danger mortel. Entre 1967 et 1969, Manson et sa famille commirent une série de crimes horribles, dont les meurtres de l'actrice Sharon Tate et de ses amis. Le procès de Manson et de ses disciples devint l'un des plus retentissants de l'histoire des États-Unis. On a découvert que Manson, usant de son charisme et de méthodes de manipulation, avait persuadé ses disciples qu'ils étaient des élus, autorisés à tout, jusqu'au meurtre. Il interprétait les textes bibliques à sa guise, les convainquant de l'imminence d'une guerre raciale, qu'il baptisa « Helter Skelter », d'après une chanson des Beatles. Cela servit de justification à des crimes sanglants. Au commencement, la vie dans sa famille ressemblait à un rêve. Charles Manson, se proclamant « Papa », devint à la fois un guide spirituel et un chef despotique. Il s'entoura de personnes en quête d'amour, de compréhension et d'un nouveau chemin. Sa famille, comme il se faisait appeler, trouva refuge dans des ranchs abandonnés, s'immergeant dans une atmosphère de dévotion totale et d'amour apparemment illimité. Dans ce groupe, la liberté des mœurs, la drogue et le rock'n'roll étaient monnaie courante. La vie s'écoulait paisiblement, rythmée par les chansons composées par Manson lui-même et par ses prêches. Les membres de la famille obéissaient sans hésitation aux ordres de leur papa, absorbés par leur foi en sa sagesse et son don prophétique. Ce mode de vie, qui avait débuté comme un paradis, se transforma rapidement en cauchemar. Manson s'employa à semer la peur et la paranoïa dans l'esprit de ses disciples. Il leur prédisait l'imminence d'un apocalypse, d'une guerre raciale inéluctable qu'il baptisa Helter Skelter, empruntant le titre à une chanson des Beatles. Il les persuada que seuls les élus, ceux de la famille, survivraient à ce chaos. Pour cela, il fallait se préparer au combat, selon lui.
Cette préparation passait par une soumission totale à la volonté du papa, des ordres toujours plus stricts, et, le plus terrible, par la violence. Dès le début, Manson utilisa ses fidèles pour de petits délits, poursuivant un double objectif, éprouver leur loyauté et aiguiser leurs compétences pour la guerre à venir. Les membres de la secte furent contraints de voler, de piller et d'intimider, perdant peu à peu la frontière entre le bien et le mal, devenant de simples instruments entre les mains d'un leader faux. Il les convainquit qu'ils étaient au-dessus des lois, que leurs actions étaient sanctifiées par leur mission divine. La tension croissante imprégnait chaque aspect de leur existence. L'euphorie initiale, née des drogues et du sentiment d'appartenance à un cercle privilégié, laissa progressivement place à la peur et à la paranoïa. Des dissensions naquirent au sein de la famille, alimentées par la jalousie envers l'attention sans limite que Manson s'accordait à lui-même. Pourtant, la crainte du « papa » dominait, paralysant les volontés et étouffant toute tentative de désobéissance. À cette époque, Manson sentait que sa musique ne recevait pas la reconnaissance qu'elle méritait. Convaincu de son génie, il se sentait incompris et sous-estimé. Il accusait les cochons, ces membres de l'élite hollywoodienne, qu'il jugeait responsables de ce mépris. Sa colère se transforma en une haine profonde, et ses prêches devinrent de plus en plus agressifs et menaçants. Manson commença à évoquer vaguement la nécessité des actions, préparant ses disciples à quelque chose d'atroce. L'été sanglant ou une danse mortelle. Chapitre 4, La maison des meurtres, la nuit des longs couteaux. Dans la nuit du 8 au 9 août 1969, une tragédie a secoué l'Amérique dans une villa de Silo Drive, nichée dans le quartier huppé de Beverly Hills. La demeure, louée par le réalisateur de renom Roman Polanski et son épouse enceinte, la célèbre actrice Sharon Tate, respirait une atmosphère d'anticipation et d'attente festive. La nuit promettait calme et sérénité, quand une équipe meurtrière fit irruption à Silo Drive, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten et Charles Tex Watson, membres fidèles de la famille de Charles Manson. Armés de couteaux et d'un pistolet, ils avaient reçu l'ordre de Manson, tuer tous ceux qui se trouvaient dans la maison. Il ne s'agissait pas d'un accès de rage spontané, mais d'un rituel minutieusement orchestré, visant à semer la terreur et à démontrer le pouvoir absolu de Manson sur ses adeptes. L'objectif, punir les porcs, en montrant leur vulnérabilité. À l'intérieur de la villa se trouvait Sharon Tate, actrice de renom, enceinte de son 9e mois, et ses invités, le célèbre coiffeur Jesse Brun, Abigail Folger, héritière d'un empire du café, et son amant Wojciech Frykowski. Tous ont été victimes d'un carnage monstrueux. Sharon Tate, implorant désespérément qu'on lui épargne la vie, ainsi qu'à son enfant, fut ignorée. Elle fut brutalement assassinée, et le mot « pig » porc fut tracé avec le sang des victimes sur la porte d'entrée. Le massacre de Silo Drive n'était pas un acte isolé de violence. C'était un rituel, une démonstration de force destinée à semer la terreur et à prouver que la famille était prête à tout pour asseoir son pouvoir. L'enquête menée par la police de Los Angeles révéla que la haine envers les victimes n'était pas le mobile principal de ces meurtres. Charles Manson souhaitait, en réalité, déclencher une guerre raciale, une idée qu'il partageait avec ses disciples. Charles croyait en l'avènement de Helter Skelter, une guerre raciale apocalyptique, prophétisée, selon lui, dans les chansons des Beatles. Les meurtres devaient servir de catalyseur à cette guerre. Après la boucherie de la nuit du 8 au 9 août 1969, le choc parcourut le monde entier, laissant une marque indélébile dans la conscience collective, gravant à jamais les noms des victimes et des bourreaux dans les annales de l'histoire criminelle. C'était une danse macabre, exécutée au nom de ses idéaux pervers. Chapitre 5, deuxième round, le meurtre d'Ella Bianca. Le jour suivant, le 10 août, la famille Manson frappa une seconde fois, avec une horreur égale. Charles Manson accompagna personnellement un groupe de ses fidèles à la maison de Leno LaBianca, propriétaire d'une chaîne de supermarchés, et de son épouse Rosemary. Les mêmes acteurs que ceux impliqués dans le massacre de Silo Drive participèrent à cette nouvelle expédition, rejoints par un autre membre de la famille, Steven Grogan. Entré dans la demeure, Manson ligota Leno LaBianca et son épouse, puis quitta les lieux, laissant ses disciples fanatiques achever l'œuvre macabre. Leno LaBianca fut sauvagement torturé et brutalement assassiné. Le mot « guerre » fut gravé sur son corps par les tueurs. Rosemary LaBianca, elle, fut poignardée. Sur la porte du réfrigérateur, un message sanglant proclamait « Mort aux cochons ». Ces meurtres, d'une cruauté encore plus grande que ceux de Silo Drive, étaient destinés à semer la terreur et la panique au cœur de Los Angeles. Ils devaient démontrer la puissance, l'autorité absolue et l'impitoyabilité de Manson,
qu'il considérait comme un prophète d'une nouvelle ère, et ses fidèles, comme ses soldats. Chapitre 6, l'enquête commence. Les traces de sang. L'enquête sur les meurtres de Silo Drive et de la maison La Bianca débuta dans un climat de chaos total. La police, sous le choc de ce qu'elle avait vu, resta longtemps perplexe face aux motifs de ces crimes monstrueux. Les enquêteurs se heurtèrent à une pénurie d'indices et à une absence de clarté quant à l'identité des auteurs de ces atrocités. Les meurtres, commis avec une sauvagerie inouïe, semblaient l'œuvre de prédateurs sauvages. Les premières preuves étaient rares. Des traces de sang, des empreintes digitales floues et les effets personnels des victimes furent découverts. Cependant, ces éléments étaient insuffisants pour identifier rapidement les coupables. Bientôt, la police suivit la piste de suspects. Un témoignage important vint d'un témoin qui signala avoir vu une voiture, appartenant à Linda Kasabian, une connaissance de Charles Manson, près de la maison de Silo Drive. Linda Kasabian, bien que membre de la famille de Manson, était restée dans la rue la nuit des meurtres, attendant les autres dans la voiture et n'avait pas participé directement au carnage. La police remonta jusqu'à Manson et ses disciples. Leur arrestation eut lieu dans le désert, où ils se cachaient, tels des bêtes traquées. Lors de l'arrestation, des armes, des substances illicites et d'autres objets furent saisis, servant de preuves accablantes confirmant leur implication dans ces crimes atroces. Ces indices ont aidé les enquêteurs à reconstituer le déroulement des événements et à consolider l'accusation. L'enquête sur les meurtres commis par Charles Manson et sa famille se poursuivait. Les enquêteurs ont étudié minutieusement la vie de Manson, ses relations avec ses disciples, s'efforçant de comprendre les motifs de ces crimes cruels. Leur but était de déterminer comment un homme avait réussi à soumettre les autres, les poussant à commettre des atrocités inhumaines. L'un des témoins clés de l'accusation était Linda Kasabian. Craignant pour sa vie, elle a décidé de coopérer avec les enquêteurs, fournissant des témoignages contre Manson et les autres membres de la famille. Elle a révélé les subtilités de la manipulation de Manson, comment il inculquait ses idées perverties dans l'esprit de ses disciples, et son ordre de commettre les meurtres. Chapitre 8, le spectacle du procès. Le théâtre de la folie. Le procès pour les meurtres commis par Manson et ses disciples est devenu l'un des plus retentissants et scandaleux de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Il s'est déroulé dans une atmosphère de tension générale et de sensationnalisme, attirant l'attention d'un très grand nombre de personnes. Les médias, des journaux aux agences de presse, suivaient chaque mouvement des accusés, chaque mot prononcé dans la salle d'audience. Le procès, transformé en spectacle de folie et de cynisme par le principal protagoniste, atteignait son point culminant dans le chapitre 9, consacré au verdict de Charles Manson et de ses disciples. Durant les longs mois de ce procès, la tension était palpable. Les accusés, guidés par leur leader charismatique, adoptaient une attitude provocante, cherchant à tout prix à retarder le verdict et à influencer le cours des événements. Manson, tel un prophète fou, lançait des discours hystériques, fustigeant la société et maudissant le système en place. Il se dessinait des croix sur le front, clamait son innocence, s'identifiant à Jésus-Christ. Ses fidèles, mimant leur gourou, affichaient le même comportement, dans le but d'égarer la cour et de différer le verdict. L'accusation, elle, avait présenté de nombreuses preuves, des témoignages et des rapports d'experts, attestant sans équivoque de la culpabilité de Manson dans l'organisation des meurtres. Le réquisitoire exigeait la peine la plus sévère, la peine de mort. En 1971, le verdict du tribunal tomba. Charles Manson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten et Charles Watson furent déclarés coupables de meurtre au premier degré. La peine de mort leur fut infligée. Pourtant, peu après le jugement, la peine capitale fut abolie en Californie, commuant leur condamnation en peine de prison à vie. La décision de la Cour souleva une vague d'enthousiasme au sein d'une opinion publique avide de justice et de vengeance pour les crimes commis. La justice semblait triompher, et le mal, enfin, payait son dû. Mais le cauchemar semé par Charles Manson laissa une empreinte indélébile dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. Quatrième partie, postface ou écho des ténèbres. Chapitre 10, l'héritage de la famille plongé dans l'abîme. L'affaire de la famille de Manson ébranla les fondations de la société américaine. Elle força les esprits à s'interroger sur la nature du mal, sur la ligne ténue séparant le bien du mal, sur la fragilité de la psyché humaine, ainsi que sur l'influence destructrice de la manipulation et de la propagande. Cet épisode tragique devint le symbole d'une époque où les idéaux de paix et d'amour se heurtèrent à une réalité impitoyable. Charles Manson s'est éteint en prison en 2017, à l'âge de 83 ans. Jusqu'au bout, il a nié sa culpabilité, restant persuadé de sa propre innocence. Ses disciples,
impliqués dans d'horribles crimes, purgent toujours des peines de prison à vie. L'affaire de la famille Manson suscite encore un vif intérêt et de vives controverses. Chercheurs, historiens, psychologues et simples curieux tentent de comprendre ce qui a mené à cette tragédie. Qu'est-ce qui a poussé ces jeunes, en apparence normaux et équilibrés, à commettre de tels actes de barbarie? La personnalité de Manson, sa charisme et son aptitude à la manipulation ont sans aucun doute joué un rôle clé. Il a bâti un culte basé sur le mensonge, la violence et le fanatisme, persuadant ses fidèles qu'ils étaient spéciaux, élus, et qu'ils avaient tous les droits. Il utilisait les substances psychédéliques, la musique et ses prêches pour contrôler l'esprit de ses adeptes. Il est essentiel de souligner que Manson n'était pas qu'un simple assassin impitoyable. C'était un manipulateur de génie, exploitant habilement les faiblesses et les vulnérabilités de ses proies. Il incarnait un dangereux mélange de charisme, d'intelligence et de psychopathie. Les faits, témoins de l'ampleur de la tragédie, parlent d'eux-mêmes. En août 1969, les membres de la famille de Manson ont assassiné 7 personnes, dont l'actrice enceinte Sharon Tate. Les crimes ont été commis avec une cruauté particulière, et leur motivation suscite encore des interrogations. Manson, bien que non directement impliqué dans les meurtres, en fut l'instigateur et l'organisateur. L'héritage de la famille de Manson persiste, rappelant la facilité avec laquelle les individus peuvent succomber à l'influence, les zones obscures de la psyché humaine et les conséquences d'une foi aveugle. Ce récit est une sombre réflexion sur la fragilité de l'esprit humain et les menaces insidieuses qui se tapissent dans l'ombre. Il sert de leçon sur la manière dont il est aisé de se laisser séduire par de faux idéaux et de se perdre dans les labyrinthes de son propre être. L'histoire de la famille Manson est une mise en garde poignante contre la séduction mortelle d'un charisme dépourvu de boussole morale. Charles Manson, doué d'une incroyable capacité à persuader et à manipuler, a réussi à attirer autour de lui une foule d'adeptes prêts à tout pour lui. Son charisme, exacerbé par l'absence de toute limite éthique, s'est transformé en une arme destructrice, brisant d'innombrables vies. L'affaire Manson nous rappelle l'importance de l'esprit critique et de la vigilance constante. Il est crucial de ne pas se laisser aveugler par ce que nous entendons, voyons ou lisons. Nous devons remettre en question chaque information, particulièrement celle qui suscite de fortes émotions ou promet des solutions simplistes à tous nos problèmes. Le mal ne se révèle pas toujours de manière évidente. Il peut se cacher dans les aspects les plus anodins, des préjugés mineurs aux crimes les plus abominables. Il est essentiel de ne jamais l'oublier et de rester constamment sur nos gardes, afin de ne pas devenir les victimes de la folie d'autrui. Cette histoire pose éternellement la question de la nature du bien et du mal, du libre arbitre, et de la facilité avec laquelle nous pouvons dévier du chemin menant à la lumière. C'est un rappel tragique que l'obscurité peut survenir même dans les lieux les plus paisibles. Chapitre 12, question rhétorique, regard dans le gouffre. Qu'est-ce qui pousse les gens à commettre des atrocités? Qu'est-ce qui les motive à tuer, à piller, à détruire? Le mal est-il inné ou acquis? Pour répondre à ces questions, explorons quelques faits. Différentes théories tentent d'expliquer la nature du mal. Certains chercheurs pensent que des facteurs génétiques peuvent inciter à la criminalité, tandis que d'autres affirment que les conditions sociales et culturelles jouent un rôle crucial. Il y a aussi le point de vue selon lequel le mal est le résultat d'une combinaison de facteurs génétiques, psychologiques et sociaux. Les membres de la famille Manson nous apparaissent comme un exemple de l'entrelacement complexe de ces facteurs. Certains, peut-être prédisposés à la sociabilité, furent surtout modelés par l'influence de Manson, son idéologie et l'atmosphère singulière qui régnait dans sa communauté. L'histoire de la famille Manson nous rappelle ainsi que le mal n'a ni cause unique ni forme définie. C'est un phénomène complexe, appelant à une étude et une compréhension approfondie. L'analyse de cette affaire nous éclaire sur la nature du mal et nous aide à envisager des mesures pour prévenir de telles tragédies. Aurait-on pu éviter le drame, en percevant le danger à temps? Comment se protéger des manipulations et de la propagande? Comment discerner le charisme qui cache la folie? L'histoire de la famille Manson n'est pas qu'un récit de crimes monstrueux. C'est un rappel brutal de notre vulnérabilité face à l'influence et aux tentations. L'aube sanglante, qui s'est levée dans la Californie ensoleillée au début du mois d'août 1969, ôta la vie à 7 personnes, mais laissa une empreinte indélébile dans l'histoire. Les crimes commis par les membres de la famille, sous l'emprise de Charles Manson, ont plongé le monde dans l'effroi par leur sauvagerie et leur absurdité. Mais le récit de Manson ne se limite pas à une simple succession d'assassinats. C'est une mise en garde, rappelant que l'obscurité peut se tapir derrière les apparences les plus séduisantes, et que les idéaux les plus lumineux peuvent mener à l'abîme. Charles Manson, leader charismatique, avait le don de la persuasion.
Il hypnotisait ses disciples, utilisant la musique, les drogues et la manipulation pour les assujettir totalement. Il créa son propre univers, fondé sur des interprétations religieuses déformées, des théories raciales et des prédictions apocalyptiques. Sa famille n'était pas seulement un groupe commettant des meurtres. C'était un laboratoire de l'esprit humain, où des expériences étaient menées sur la conscience et la foi. L'étude de cette histoire nous invite à réfléchir sur la nature du mal, la fragilité de l'esprit humain et la facilité avec laquelle on peut se perdre en adhérant à de fausses idéologies. Il est essentiel de savoir reconnaître la manipulation, de différencier le charisme de la folie, de remettre en question toutes les idées qui promettent une voie facile vers le salut ou l'exception. La tragique destinée de l'actrice Sharon Tate et de ses amis, victimes de la famille, en est une douloureuse illustration. Leur mort est un rappel brutal que même les individus les plus prospères et apparemment protégés peuvent succomber à la foi aveuglée à la manipulation. Nous devons nous souvenir de cette histoire pour tirer les leçons du passé. Avant tout, il est primordial de développer un esprit critique, de savoir remettre en question et de vérifier les informations. Il est essentiel de reconnaître les signes d'une influence destructrice, de ne pas céder aux flatteries et aux promesses vaines. Plus important encore, il faut prendre conscience de sa propre vulnérabilité, car personne n'est à l'abri d'une erreur. Apprendre des erreurs des autres est une approche sage qui permet d'éviter la répétition de scénarios tragiques. Comprendre les erreurs des autres n'est pas seulement une connaissance, mais un outil qui nous protège de la folie qui peut nous submerger. Les exemples historiques regorgent d'épisodes tragiques où des personnes, ayant ignoré les leçons du passé, sont devenues victimes de leurs propres illusions et ambitions. Par exemple, en considérant les événements en Russie au début du XXe siècle, on peut voir comment le fait d'ignorer les problèmes économiques, les contradictions sociales et les erreurs politiques a conduit à un bain de sang de grande ampleur. L'absence de réformes opportunes et l'incapacité du pouvoir à écouter le peuple ont mené à des révolutions, à une guerre civile et à la mort de millions de personnes. Si la société et les autorités avaient alors minutieusement examiné les expériences d'autres nations, étudiant les erreurs du passé, nombre de conséquences tragiques auraient pu être évitées. Il est essentiel de se rappeler que la vigilance ne se résume pas à une simple mise en garde, mais constitue une posture active. C'est un contrôle permanent sur nos pensées, nos actes et la réalité qui nous entoure. C'est une disposition à analyser de manière critique les informations issues de diverses sources. Ce n'est qu'en restant conscient et en ne laissant pas les émotions obscurcir la raison que l'on peut prévenir l'avènement d'une bombe sanglante symbole du chaos, de la violence et de la perte d'humanité. Ceci est d'autant plus crucial en période d'instabilité et de bouleversements sociaux, où il est aisé de succomber à la manipulation et à la propagande. Nous devons faire preuve de prudence, tant dans les événements de grande envergure que dans notre quotidien. Car les erreurs commises dans le privé peuvent avoir des effets tout aussi destructeurs sur la vie des individus et préparer le terrain à des problèmes d'une ampleur encore plus grande. Il est primordial de se souvenir que l'histoire humaine est un processus continu, et ce n'est qu'en tirant les leçons du passé que nous pourrons bâtir un avenir plus sûr et plus humain.